Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mardi 21 décembre. La polémique s'embrase sur la transparence financière des élus après la tentative de la freiner par le duo UMP Copé-Jacob, un duo contesté par une partie de la majorité. Hommage à Matignon ce soir avec François Fillon, à Lorient demain avec Alain Juppé. Hommage aux soldats français tués et blessés en Afghanistan, 52 morts dans le contingent depuis 2001. Les questions se font plus pressantes sur la porte de sortie pour les Occidentaux. Nos invités, le sénateur UMP Jacques Gauthier et le grand reporter Renaud Girard. Mon emprisonnement symbolise le rapt du pouvoir contre les artistes, plaidoyer du cinéaste iranien Jafar Panahi. Après sa condamnation à 6 ans de prison pour son opposition au régime, nous évoquerons le sort de ce cinéaste, symbole de la nouvelle vague iranienne. Indignation de la gauche depuis la tentative la nuit dernière de couper les ailes de la Commission pour la transparence financière de la vie politique. Le nouveau président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, Christian Jacob, soutenu par son prédécesseur, Jean-François Copé, a voulu protéger en effet les élus volontairement flous sur leurs revenus et leur patrimoine. Au final, l'amende demeure, mais pas la prison, et la polémique bat son plein. La gauche étant rejointe par une partie de la majorité contre le duo Copé-Jacob. Fabrice Cunet. Comment faire disparaître la transparence financière pour les parlementaires? Le coup est venu de Christian Jacob et d'une partie de son groupe. Tard dans la nuit de lundi à mardi, un de leurs amendements vise à supprimer le risque d'amende et surtout de prison pour les députés fraudeurs. Des dispositions en cours de discussion. Tollé dans l'hémicycle et long bras de fer. Finalement, un compromis est trouvé. Pas d'emprisonnement, mais 30 000 € d'amende et de l'inéligibilité. Réaction prudente des sénateurs UMP cet après-midi. Je n'ai pas la volonté d'envoyer effectivement les collègues sur la paille humide des cachots. D'un autre côté, il faut rassurer malgré tout l'opinion sur la transparence totale de la vie parlementaire. Donc on a maintenu effectivement l'amende financière, on a maintenu la privation des droits civiques et on a maintenu l'inéligibilité. Fini donc le risque de 2 ans d'emprisonnement qui figurait dans la version initiale du dispositif et colère à gauche. La démarche est détestable dans l'opinion publique. Encore une fois, on va apparaître comme des élus qui s'exonèrent des règles générales et des lois. Et ça, c'est inadmissible et insupportable. Le Sénat se saisira de ce dispositif courant janvier et déjà les regards se tournent vers le centre, faiseur de majorité et visiblement pas convaincu. Qu'il soit condamné à une amende ou éventuellement à une peine de prison me paraît normal. Il ne doit pas y avoir de différence entre les parlementaires et d'autres. Critiqué à gauche, malmené à droite, le nouveau président du groupe UMP de l'Assemblée a donc dû reculer pour la première fois et malgré le soutien de Jean-François Copé. Silence gêné au sein du gouvernement, mais la polémique ne fait que commencer. À noter la réaction très rapide du ministre du Travail, Xavier Bertrand, qui a jugé incompréhensible la position de Christian Jacob et Jean-François Copé qui lui a succédé à la tête de l'UMP. Alors que le retour à la normale se confirme à Roissy avec encore des retards, le coup de colère de la Commission européenne, le chaos dans les aéroports en raison du mauvais temps est jugé inacceptable. La Commission se dit prête à renforcer les exigences de service minimum. Outre les passagers, les colis confiés aux sociétés de messagerie sont en souffrance. Un mauvais coup du sort pour le commerce électronique qui confirme son boom à l'approche de Noël. Marie Lebon. Aéroports fermés, automobilistes bloqués sur les routes et dépôts embouteillés. Malgré les risques que font peser les intempéries sur les délais de livraison, dans les entreprises de commerce en ligne, on reste optimiste, comme chez Amazon, numéro 1 européen de la vente sur Internet. Par contre, bien entendu, nous sommes contributeurs des transporteurs pour pouvoir livrer en temps et en heure. Et c'est à ce titre que nous contrôlons de manière très précise où en sont nos produits et nos commandes dans la chaîne logistique pour s'assurer que nous livrerons tout le monde à Noël, mais ce sera le cas. Car depuis plusieurs années, le e-commerce attire de plus en plus d'internautes pour gagner du temps et faire de bonnes affaires. En 2009, 25 millions de Français ont fait des achats sur la toile. Déjà cette année, 80% des Français ont commencé leurs courses de Noël sur Internet. Et puis beaucoup d'entre eux vont bien entendu continuer à aller dans les magasins pour faire leur shopping. Dans les années qui viennent,
Moi je pense, j'espère et j'en suis convaincu que de plus en plus de Français iront jusqu'au bout de leur démarche sur Internet et achèteront sur Internet. En attendant le Père Noël, les prévisions sont à la croissance. La Fédération de la vente à distance prévoit cette année un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards d'euros pour les ventes en ligne en période de Noël, soit une hausse de 22% en un an. À noter que du côté de la Poste, seules quelques zones isolées pourraient être privées de colis avant Noël. L'actuel président de la Poste, Jean-Paul Bailly, doit être reconduit dans ses fonctions. Auditionné aujourd'hui au Sénat, il est néanmoins confronté à une question d'âge. Sandra Cerquera. La reconduction de Jean-Paul Bailly n'est pas une surprise chez Sud PTT. Ce qui inquiète, c'est la durée de son nouveau mandat. 5 ans a priori, mais il pourrait durer beaucoup moins. Dans un an, formellement, M. Jean-Paul Bailly a atteint ce qu'on appelle la limite d'âge, puisque ça fait l'objet d'une loi de 1984. On est assez étonné, effectivement, qu'il soit reconduit pour une durée dont on ignore aujourd'hui, effectivement, la véritable durée. Le président reconduit a fêté ses 64 ans en novembre dernier. Il rempile pour au moins un an, mais ira-t-il jusqu'au bout? Dans les statuts de la Poste, il n'est rien prévu sur cette question. Au cours de son audition par les sénateurs aujourd'hui, il a rappelé plusieurs fois qu'il est bien reconduit pour 5 ans. J'ai montré que j'étais un homme plutôt de la durée et de la continuité, parce que je crois que c'est la seule manière de faire les choses, que maintenant évidemment la décision est la décision des actionnaires et que c'est à eux qui reviendra éventuellement de modifier le statut de la Poste, d'ailleurs par une simple délibération de l'Assemblée générale pour faire en sorte que cette limite puisse être surmontée si l'actionnaire le souhaite. Mais quelle que soit la durée de son mandat, Jean-Paul Bailly sera de toute façon confronté à la libéralisation du courrier dès le 1er janvier 2011. Toutes les activités de la Poste seront alors ouvertes à la concurrence. La Bulgarie et la Roumanie attendront avant d'intégrer l'espace Schengen de libre circulation en Europe. La France et l'Allemagne décident en effet de bloquer leur entrée dans l'attente de progrès dans la lutte contre la corruption et la criminalité. Ce soir, Bucarest dénonce une discrimination franco-allemande. Le camp Gbagbo ignore toujours les pressions internationales. En Côte d'Ivoire, son rival Alassane Ouattara, reconnu par la communauté des autres nations comme le président élu, a appelé aujourd'hui les Ivoiriens à la désobéissance. Les espoirs d'une libération rapide de Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, retenus en Afghanistan depuis près d'un an maintenant, au lendemain de l'annonce d'une nouvelle vidéo montrant les journalistes de France 3. Michel Alliot-Marie réaffirme que la France compte beaucoup sur les démarches entreprises sur place par le gouvernement afghan. 2010 aura été l'année la plus meurtrière en Afghanistan pour les soldats de la coalition comme ceux de la France. La France qui a perdu 2 nouveaux militaires depuis vendredi. Nicolas Coteau. Deux soldats étrangers meurent chaque jour en Afghanistan. Depuis 9 ans, 2271 soldats de la coalition ont trouvé la mort. En 2010, 700 soldats étrangers ont été tués. C'est l'année la plus meurtrière depuis l'entrée en guerre de l'armée américaine contre le régime taliban en 2001. L'armée américaine paie le plus lourd tribut et ses pertes sont en hausse constante. Comme en 2007, aux pires heures de la guerre en Irak, les États-Unis ont réagi en envoyant des renforts et en mettant en œuvre une nouvelle stratégie de contre-insurrection. Alors que 35 000 soldats supplémentaires ont été déployés ces derniers mois sur tout le territoire afghan, le Pentagone et l'OTAN mettent en garde contre une intensification des opérations et une augmentation croissante du nombre de soldats tués. Comme en Irak, les mines artisanales sont les principales menaces que doivent affronter les soldats de la coalition déployés en Afghanistan. Les talibans emploient une tactique de guérilla face à un ennemi supérieur en nombre. La France a perdu 52 soldats depuis 2001, sur les 3850 hommes présents sur place. Les opérations extérieures deviennent de plus en plus difficiles et les soldats français assistent au retour des opérations de guerre. Les opinions publiques de la quarantaine de pays qui composent les forces alliées sont devenues majoritairement hostiles à l'envoi de nouveaux soldats en Afghanistan. Certains pays ont déjà retiré leurs troupes et les États-Unis ont fixé à juillet 2011 le début du retrait des troupes américaines. Une cérémonie d'hommage se déroule ce soir à Matignon pour les soldats français d'Afghanistan. 5 d'entre eux blessés sont décorés par François Fillon. Avec nous, Jacques Gauthier. Bonsoir, vous êtes sénateur UMP des Hauts-de-Seine, spécialiste des questions de défense. Et Renaud Girard, grand reporter au Figaro et auteur de Retour à Peshawar. Vous racontez notamment l'envers de vos
reportage sur place avec ceux qu'on appelle les fixeurs, hein, qui vous emmènent au plus près des combats. J'ai noté que ceux qui demandaient le plus d'argent pour vous emmener là-bas vous rassuraient, parce qu'au moins vous vous disiez ils ne livreront pas aux preneurs d'otages. C'est effectivement l'espoir, mais le fixeur est absolument fondamental, parce que si vous n'avez personne pour vous traduire et surtout pour vous montrer et garantir votre sécurité, il faut toujours être très discret, il ne faut jamais dire exactement où on va, jamais donner son agenda. Vous ne pouvez plus voyager en Afghanistan. C'était pas le cas il y a 20 ans, mais c'est le cas aujourd'hui malheureusement. Nous l'avons donc dit depuis 2001, plus de 50 soldats français sont morts en Afghanistan et les blessés, tous mutilés, hein, sont plus de 250. Jacques Gauthier, il est important de parler d'eux. On a l'impression que c'est tardif. Non, je crois que le gouvernement réagit à chaque malheur qui peut toucher nos soldats, et vous me permettrez d'avoir une pensée pour eux, pour leurs familles, et puis saluer nos près de 4000 soldats qui sont déployés en Afghanistan, comme leurs collègues qui sont déployés sur des opérations extérieures ou dans des territoires d'outre-mer pour défendre les valeurs que nous incarnons et que nous voulons soutenir. Si on s'en tient à l'Afghanistan, ces morts répétées de soldats français vous amènent à vous interroger? Non, je ne m'interroge pas. Et il faut avoir le courage de dire que nous sommes là-bas sur une résolution des Nations Unies, je vous le rappelle, résolution 1386, pour sécuriser le pays et lui permettre de prendre en charge petit à petit la responsabilisation de son administration, de son armée, de sa police. Donc nous accompagnons ce pays et nous savions que la tâche serait rude, qu'elle serait difficile, que les combats seraient violents, ponctuels mais violents. Et malheureusement, c'est quelque chose que nous avons du mal à faire passer dans l'opinion publique. Est-ce que l'on sait aussi que c'est une guerre que l'on ne peut pas gagner? Alors, je crois qu'aucun spécialiste n'a jamais pensé qu'on allait gagner une guerre. Nous faisons des combats asymétriques et nous savons que nous ne conduisons pas une guerre, nous essayons de sécuriser un pays, c'est-à-dire permettre progressivement, et c'est long, c'est difficile, à l'armée afghane, à l'administration afghane et à la police afghane de prendre leur part et petit à petit de nous remplacer progressivement. Alors on verra justement ce que signifie ce petit à petit, quand est-ce que ces modalités de sécurité pourront être remplies. Renaud Girard, sur place, vous les avez rencontrés, vous aussi bien sûr, hein, Jacques Gauthier, vous êtes allé sur place plusieurs fois. Renaud Girard, vous les avez rencontrés, ces soldats français. La mort qui rôde est un poids permanent sur les missions et dans les esprits. Oui, bien sûr, mais il faut quand même voir que ce n'est pas Verdun ou ni même l'Indochine, hein, si vous voulez. Il faut voir qu'il n'y a aucune chance qu'il y ait la moindre défaite militaire occidentale en Afghanistan. C'est-à-dire que le moindre petit fort, parce que les troupes il y a des grandes bases, ensuite il y a des FOB, ce qu'on appelle Forward Operation Bases, et puis ensuite vous avez des petits forts, un peu comme le 20e de cavalerie, qui sont des Combat Outposts. Mais chaque Combat Outpost, sont un fort protégé par des merlons, a une telle puissance de feu, avec des détections radar, avec bien sûr des blindés, des obusiers, etc., qu'il ne peut pas être pris. Même un petit Dien Bien Phu. C'est lors des missions, quand ils sortent. Alors, les deux dangers, c'est lorsqu'ils sortent pour essayer effectivement de pacifier la zone, ou en l'occurrence pour les Français, d'empêcher le trafic d'armes entre les zones tribales pakistanaises et les talibans à l'intérieur même de l'Afghanistan, que les soldats peuvent être soit pris en embuscade, soit deuxième grand risque qui a tué à peu près 80% des soldats de l'OTAN au cours de l'année dernière, qui est les IED, Improvised Explosive Devices, c'est-à-dire les espèces les bombes, les mines qu'on met, que les Afghans arrivent, alors, les talibans arrivent à cacher sous le sol. Avec les militaires français, est-ce qu'ils vous font part de leurs doutes? Non, il ne faut pas. D'abord, si vous voulez, ils trouvent ça normal. C'est leur métier, d'accord. Néanmoins, ils sentent bien et ils le savent qu'il y a un débat dans les pays occidentaux, en France comme ailleurs, sur la durée de cette mission. Voilà, certains vous disent. Le problème qu'on a, si vous voulez, c'est que il y a eu une première guerre qui a été gagnée en Afghanistan en 2001. C'est-à-dire que les talibans ont fui Kaboul en novembre parce que l'Alliance du Nord, qui était aidée par les Américains, avait pris Kaboul. Et ensuite, en décembre 2001, ivre de ce succès incroyable, où on avait vu Kaboul tomber sans même que des soldats américains ne remplissent les rues, la communauté internationale, américains, français, etc., ont promis trois choses. Ils ont promis la reconstruction de l'Afghanistan, la démocratisation de l'Afghanistan
et le développement économique de l'Afghanistan. C'était le rêve de la mission civilisatrice à la Jules Ferry, si vous voulez, de la colonisation. Et comment les Américains et comment les Français ont-ils pu promettre ça, alors qu'il y a un petit pays qui est tout proche de l'Amérique, qui s'appelle Haïti, où il y a eu plus de 30 ans d'occupation militaire américaine au cours du XXe siècle, on sait dans quel état, et nous, les Français, comment peut-on promettre le développement économique alors que nous avons fait 50 ans de coopération avec la Côte d'Ivoire et on voit où... C'est-à-dire qu'on n'a pas... La reconstruction a été confiée à des militaires, mais c'est pas le job d'une armée de faire la reconstruction. Donc tout ça est mal pensé, si vous voulez, depuis le départ. La France est condamnée à être dans le sillage des Américains. Non, pas du tout. Je vous rappelle que c'est une résolution des Nations Unies. Il est clair par contre que sur le terrain, les Américains représentent 2/3 des effectifs et 70% du soutien financier qui est apporté à l'État afghan et aux opérations. Quand nous mettons 10 000 € dans du civilo-militaire, c'est-à-dire ce travail sur le terrain pour permettre de reconstruire le pont du village, l'école ou d'aider à la culture à travers des engrais, à côté, les Américains vont construire la route Vermont qui remonte à travers la Surobie, qui doit permettre de désenclaver toutes ces vallées et les paysans pourront aller vendre leurs produits maraîchers, c'est-à-dire vivre vers Bagram ou vers Kaboul. On voit donc que nous ne boxons pas dans la même catégorie. Nous avons une mission. Le Premier ministre rappelait sécurisation, reconstruction, responsabilisation des autorités afghanes. Vous voyez, la Jeep, le soldat, parce qu'il est un soldat, donc il a une mission, il pointait son fusil sur les passants qui passaient. Mais si vous voulez, pour les Afghans, qui sont farouchement indépendants, ils n'acceptent pas que la reconstruction soit faite par des hommes en armes. Ils n'acceptent pas la présence. C'est ça le problème. C'est ça le problème qu'on a depuis le départ. C'est que la reconstruction d'un pays ne se fait pas par des hommes en armes. Parfait accord cette fois-ci avec notre invité. En effet, moi je constate que sur le terrain, on a réussi à éliminer un certain nombre de ces fameux IED parce que la population nous prévient qu'ils ont été installés. En Surobie et en Kapisa, c'est ce qui se passe dans les 3/4 des cas. De même que le 126e régiment d'infanterie, qui était l'été dernier, a découvert des caches d'armes et notamment d'explosifs pour fabriquer ces IED grâce à des informations venues par la population. En fait, ça signifie quoi? Que la très grande majorité des Afghans veut vivre en paix, avoir l'eau qui leur manque, avoir la santé, avoir l'éducation. Et aussi longtemps qu'ils pensent qu'on peut les apporter, les accompagner, ils nous soutiendront. Et on voit bien qu'il ne faut pas généraliser. Il y a des zones où les combats sont très durs, il y a des zones où les combats sont moins durs, il y a des zones où il n'y a pas de combat. Vous avez cité le Premier ministre qui avait déclaré... le 24 novembre dernier. Oui, que nous poursuivrons notre stratégie de sécurisation, notre mission de reconstruction et de responsabilisation. Alain Juppé, le ministre de la Défense, lui a dit que l'Afghanistan était un piège pour tous les contingents. Vous êtes d'accord avec ça aussi? Écoutez, moi je prône pour que dans les 4 ou 5 ans nous puissions sortir. Je considère 4 ou 5 ans pour vous. C'est ce que j'ai dit il y a 2 ans à la tribune du Sénat, lorsqu'on a eu le débat sur le maintien des troupes françaises en Afghanistan. Je crois que ce que nous devons intégrer maintenant dans toutes les opérations extérieures, c'est qu'il y a une entrée, mais il va falloir intégrer dès le départ la sortie. C'est-à-dire envisager comment nous quitterons au fur et à mesure que l'armée afghane et la police afghane monteront en puissance. Le pays sera sécurisé. C'est-à-dire qu'on n'y est pas arrivé, parce qu'on ne sait plus faire. On n'a pas de savoir-faire colonial. On s'est mis dans une mission coloniale de démocratiser. On leur a même imposé une élection présidentielle à 2 tours. Aux États-Unis, c'est à 1 tour. C'est de la folie furieuse, alors qu'ils avaient un système local de Loya Jirga qui marchait très bien. Je suis en parfait accord. Mais bon, maintenant qu'on y est, on ne peut pas tout quitter comme ça en laissant le chaos. On ne peut pas faire le coup des Américains à Saïgon 1975. Vous vous souvenez, l'hélicoptère qui guide l'ambassade de Godlak. On ne peut pas faire ça. On doit laisser un minimum de stabilisation, c'est-à-dire une armée afghane qui soit capable, premièrement, d'empêcher les bases d'entraînement d'Al-Qaïda de se reconstituer en Afghanistan, et deuxièmement, que l'Afghanistan ne soit pas en mesure de déstabiliser les autres pays de la région. Est-ce que c'est une vision crédible ou illusoire, ce que vous décrivez là? Pour le moment, la formation de l'armée afghane piétine, vous avez raison, et pour le moment, les Américains ont dépensé 300 milliards de dollars en Afghanistan et plus de la moitié des districts ruraux sont aux mains des talibans. Donc, alors qu'on partait d'une bonne situation puisqu'ils avaient été défaits et qu'ils avaient quitté Jalalabad, Kandahar et Kaboul. Là aussi, je crois qu'il ne faut pas généraliser. Nous avons laissé le commandement de Kaboul aux Afghans eux-mêmes. Il y a eu un attentat ces jours-ci, mais il y a des semaines entières sans attentat. Il n'y a pas de combat à Kaboul. En Surobie, nous allons pouvoir transmettre
cette responsabilité aux Afghans dans quelques semaines, voire quelques mois. Nous avons réussi à rétablir une zone de calme, avec bien sûr des attentats, mais il faut se souvenir que les talibans ne visent pas nos soldats, ils visent les opinions publiques. Donc lorsqu'ils font un attentat, un IED ou une attaque presque suicide, ça n'a qu'un but, faire réagir les journalistes et nos opinions publiques. Merci messieurs, on va aborder maintenant un autre sujet, la mobilisation internationale en faveur du cinéaste iranien Jafar Panahi, condamné à 6 ans de prison ferme hier et 20 ans d'interdiction de réaliser des films. Une nouvelle fois, la liberté de s'exprimer, la liberté de penser est réprimée. Les exemples se sont multipliés ces dernières semaines avec un symbole, à chaque fois toujours le même, la chaise vide. Margot Aubrio. Au printemps déjà, le monde du cinéma avait honoré Jafar Panahi en l'invitant à participer au jury du Festival de Cannes. Emprisonné par le pouvoir iranien, sa chaise était restée vide. La chaise vide, c'est bien l'image symbolique de la liberté confisquée aux intellectuels dans le monde. Une image et un symbole qui n'ont cessé de se répéter ce mois-ci. À la remise des prix Nobel le 10 décembre tout d'abord. À la fois héros et grand absent de la cérémonie, Liu Xiaobo n'a pu recevoir son Nobel de la paix. À sa place, une chaise vide pour représenter le dissident chinois incarcéré dans son pays. 5 jours plus tard, c'est encore devant une chaise vide que le Parlement européen remet le prix Sakharov à Guillermo Farinas, un prix qui récompense la lutte du journaliste cubain pour la défense des libertés publiques dans le pays de Fidel Castro. Mais les autorités cubaines n'avaient pas autorisé le journaliste à venir à Strasbourg. Jafar Panahi avait été privé de Festival de Cannes en mai et de Mostra en septembre à Venise. Le Festival international de cinéma de Berlin venait de l'inviter à siéger au jury de sa 61e édition. Là encore, le cinéaste laissera une chaise vide. Voilà, avec nous Fariba Ashtroudi, bonsoir. Vous êtes journaliste et écrivaine iranienne. Vous êtes expatriée en France depuis de nombreuses années maintenant. Et avec nous également le réalisateur Michel Andrieux, puisque bien sûr les professionnels se mobilisent. Il y a une pétition. D'abord, Fariba Ashtroudi, comment réagissez-vous après cette incroyable condamnation? J'imagine entre consternation et colère. Je suis outrée. Absolument outré, mais ça va au-delà de la censure habituelle. Mais bien sûr, mais ce n'est pas simplement le cas de Panahi. Ce qui se passe en ce moment en Iran, en général sur la violation des droits de l'homme, est quelque chose de terrifiant. Michel Andrieux. Écoutez, c'est absolument vrai. C'est-à-dire qu'en fait, on a envie de dire que c'est un symbole et on va en parler. Mais en fait, il y a des milliers de gens en prison. Il y a des milliers de jeunes, il y a des milliers de femmes en prison. Donc en fait, Jafar Panahi, oui, il faut absolument en parler. Mais il faut aussi parler des autres. Bien sûr, on en parle. Il l'a demandé d'ailleurs, comme lui-même l'a demandé à plusieurs fois, absolument. Notamment plaidoyer magnifique, par Le Monde cet après-midi. Et par tous les journaux iraniens à l'extérieur du pays. Et je peux vous dire en persan, c'est en plus, j'avais des larmes aux yeux quand je l'ai lu. Et Panahi, j'ai une immense admiration pour lui parce que c'est quelqu'un d'un courage exceptionnel, c'est quelqu'un avec un franc-parler fabuleux. J'ose dire également que il est azéri et les gens de l'Azerbaïdjan, comme je suis également de l'Azerbaïdjan, sont des gens avec un courage absolument fabuleux et Panahi l'a démontré pendant toutes ces dernières années à travers ses films, à travers ses prises de position. Alors il est connu à l'étranger, il a reçu des prix dans les festivals. Et dans son pays, comment est-il perçu? Est-ce qu'il est, très connu aimé. Est-ce qu'il est très connu dans son pays? Il est très connu, il est très aimé, justement pour ses prises de position. Oui. Parce que... On le perçoit d'abord comme un opposant au régime avant d'être un cinéaste? Non, on le conçoit comme un grand artiste et également quelqu'un qui a une probité, j'allais dire, intellectuelle fantastique, quelqu'un qui ne court pas les chines et pour ça on l'aime énormément. C'est quand même un de ceux où à l'époque on n'osait même pas parler de prostitution. Il a tourné quand même Le Cercle qui parle de la prostitution en Iran, de la drogue, etc. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de courage et notamment parce qu'il donnait à l'époque justement des scénarios pas écrits. Il donnait un scénario, comme vous savez, tout doit passer par la censure là-bas, et il filmait ce qu'il voulait filmer. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de cinéastes là-bas. Oui, alors on n'oublie pas les milliers de détenus, vous l'avez dit, Michel Andrieux, mais dans le cas de ce cinéaste, la sentence, si elle venait à être exécutée, serait synonyme de destruction pour cet artiste. C'est un homme qui a 50 ans, et si on le condamne à 20